Pourquoi, parmi les 60 sénateurs qui allaient le frapper de 23 coups de poignard, personne n'a jamais parlé? Dans la ville la plus bavarde du monde, où les secrets s'échangeaient plus vite que la monnaie, comment un complot d'une telle ampleur a-t-il pu mûrir en silence pendant des mois? Et comment la note contenant la liste complète de ces assassins a-t-elle pu rester, non lue, dans la main de l'homme le plus puissant du monde quelques instants avant sa mort? L'assassinat de Gaius Julius César n'est pas l'histoire d'une trahison, mais celle d'un suicide. Le suicide d'une république qui, pour échapper à un roi, s'est jeté dans les bras d'un empereur. Rome, en l'an 44 avant notre ère, n'est plus une cité, c'est une scène de théâtre. Et sur cette scène, un seul homme occupe toute la lumière. César est revenu, pas en général, mais en Dieu. Ses 4 triomphes ont inondé les rues d'or et de sang. Des rois captifs, comme le malheureux Vercingétorix, ont été étranglés rituellement dans l'ombre du Capitole pour sa gloire. La ville suffoque sous le poids de sa grandeur. Ses statues sont partout parmi celles des dieux, parfois même à leur place. On lui a accordé le titre de Pater Patria, père de la patrie, puis celui de dictateur, non pour 6 mois comme le voulait la tradition, mais pour 10 ans, et enfin dictateur à vie. La dictature perpétuelle, un oxymore politique, une hérésie constitutionnelle. Chaque honneur est un clou de plus planté dans le cercueil de la République. Le Sénat, autrefois le cœur battant de Rome, n'est plus qu'une assemblée de courtisans tremblants, rivalisant de flatteries pour s'attirer les faveurs du maître. Ils votent pour que le mois de Quintilie soit rebaptisé Jules, en son honneur. Il décrète qu'on lui prêtera serment comme à un dieu. Ces hommes, descendants des fondateurs de la République, se prosternent devant celui qui l'a détruite. La peur est un poison lent. Elle se déguise en admiration, mais dans les villas patriciennes, la nuit, les masques tombent. L'air est lourd de haine et de ressentiment. Ils voient en César non pas le sauveur de Rome, mais son fossoyeur. Il a pardonné à ses ennemis après la guerre civile, mais le pardon d'un supérieur est une insulte. Chaque jour, sa clémence leur rappelle leur défaite et son pouvoir absolu. Les aristocrates romains ne craignaient même pas que César devienne roi. Ils craignaient qu'il ne les oblige à travailler. Il prépare des réformes agraires, des projets de grands travaux. Il veut donner la citoyenneté aux provinciaux. Il pense en bâtisseurs, en administrateurs d'un monde nouveau. Eux pensent en propriétaires terriens qui voient leurs privilèges menacés. Leur liberté n'est pas celle du peuple, c'est la liberté de piller les provinces et de vivre dans un luxe oisif. La tension monte dans les rues. Les vétérans de César, qui lui doivent tout, s'affrontent aux clients des grandes familles sénatoriales. Des graffitis apparaissent sur les murs, assez d'un seul homme. Des rumeurs circulent, nourries par des agents provocateurs. On dit que César veut déplacer la capitale à Alexandrie, épouser Cléopâtre et fonder une dynastie orientale. C'est faux, mais la calomnie est une arme bien plus efficace que la vérité. Puis vient le coup de théâtre, le point de non-retour, la fête des Lupercales, le 15 février. César est assis sur une tribune dorée, vêtu de sa toge pourpre. Marc-Antoine, son fidèle lieutenant, consul cette année-là, s'approche de lui et lui présente un diadème royal. La foule se tait. Un silence de mort s'abat sur le forum. César, d'un geste de la main, refuse. La foule explose de joie. Antoine insiste. César refuse de nouveau avec plus de fermeté. L'acclamation est immense. Il ordonne que la couronne soit déposée au temple de Jupiter, car Jupiter est le seul roi de Rome. Était-ce une mise en scène, un test pour sonder l'opinion publique, ou bien la provocation ultime de ses ennemis qui auraient poussé Antoine à commettre cet acte pour forcer César à se dévoiler? Qu'importe, le geste a été fait, le mot « roi » a été prononcé. Pour beaucoup de sénateurs, c'est une déclaration de guerre. Ils ont la volonté de frapper, l'arme du crime, le poignard et la conviction que leur cause est juste. Mais il leur manque l'essentiel, le seul atout capable de transformer un assassinat sordide en un acte de libération, un nom, un symbole, un nom qui incarne la haine des rois et l'amour de la République. Ce nom, c'est celui de Brutus. César était-il un tyran qui méritait la mort ou un réformateur visionnaire stoppé par une élite corrompue? Votre voix compte. Écrivez dans les commentaires ce qui représente la plus grande menace, l'ambition d'un génie qui bouscule l'ordre établi ou la peur d'une aristocratie qui s'accroche à ses privilèges. Marcus Junius Brutus ne dort plus.
Chaque nuit, il est tenté par le même cauchemar. Il marche dans un Rome désert, silencieux, où toutes les statues ont son visage. Non pas son visage, mais celui de son ancêtre, Lucius Junius Brutus, celui qui a chassé Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome 500 ans plus tôt, le fondateur de la République, le libérateur. Ce nom est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il est le fardeau le plus lourd à porter à Rome. Chaque matin, en sortant de sa demeure, Brutus découvre de nouveaux messages. Des notes anonymes glissées sous sa porte. « Dors-tu, Brutus ?» Des inscriptions tracées à la hâte sur les murs. « Tu n'es pas un vrai Brutus. » C'est une campagne de pression psychologique orchestrée avec une précision diabolique. Rome tout entière semble lui murmurer à l'oreille qu'il est un lâche, un traître à sa lignée. Lui, le descendant du tueur de rois, il est devenu le courtisan d'un dictateur. La situation est d'une ironie cruelle. Brutus aime César, il l'aime comme un fils. Sa mère, Servilia, a été la maîtresse la plus célèbre de César. On a même murmuré que Brutus était son fils illégitime. Après la bataille de Pharsale, où Brutus avait combattu dans le camp de Pompée, César lui a non seulement pardonné, mais il l'a couvert d'honneur. Il l'a fait gouverneur de la Gaule cisalpine, puis préteur urbain, la plus haute magistrature après le consulat. Il voyait en lui l'avenir de Rome, un pont entre l'ancienne noblesse et le nouveau régime. Comment pourrait-il tuer l'homme qui lui a sauvé la vie, qui a été son protecteur, son ami ? Mais Brutus est aussi un homme de principe, un stoïcien, un intellectuel nourri des grands philosophes grecs. Pour lui, la République n'est pas un simple système politique, c'est un idéal moral. C'est le règne de la loi sur l'arbitraire, de la liberté sur la servitude. Et cet idéal est bafoué chaque jour par l'arrogance de César. Qu'est-ce qui est le plus effrayant, la tyrannie d'un seul homme ou l'anarchie née des mains de ses assassins? Pourriez-vous trahir un ami au nom d'une idée, même si cette idée est la liberté? Brutus est un homme déchiré. Son conflit intérieur est le véritable champ de bataille où se joue le destin de Rome. C'est sur cette faille psychologique que s'engouffre son beau-frère, Gaius Cassius Longinus. Cassius est l'opposé de Brutus. Il n'est pas tourmenté par des dilemmes moraux. Sa haine pour César est pure, viscérale, personnelle. Il le méprise. Il voit en lui un démagogue vulgaire, un opportuniste qui a séduit la plèbe pour détruire l'aristocratie. Cassius est le cerveau de la conspiration, mais il sait qu'il ne peut pas en être le visage. Il a besoin de la caution morale de Brutus. Il a besoin de son nom. Il le travaille au corps avec une patience de prédateur. Il ne parle pas de meurtre, il parle de devoir. Il ne parle pas de haine, il parle d'honneur. Il flatte sa vanité, il invoque ses ancêtres. D'autres hommes craignent les ennemis, lui dit-il. Mais toi, tu crains le silence de tes amis quand tu ne fais pas ce que tu dois faire. Chaque mot est une goutte de poison distillée dans l'esprit de Brutus. Les conspirateurs se réunissent chez lui, dans la pénombre de sa bibliothèque. Ils sont sénateurs, chevaliers, anciens pompéiens pardonnés comme lui. Ils voient en Brutus leur chef, leur guide spirituel. Il hésite encore, il cherche une autre voie. Ne pourrait-on pas convaincre César de renoncer à son pouvoir? Mais au fond de lui, il sait que c'est impossible. Le pouvoir absolu ne se partage pas, il ne s'abandonne pas. Il se prend ou il est arraché. La décision est prise lors d'une nuit d'orage. Brutus accepte de diriger le complot, mais il pose une condition, une seule. Une condition qui scellera leur destin et condamnera leur entreprise à l'échec. On ne tuera que César, personne d'autre, pas de bain de sang, pas de purge. Marc-Antoine, le bras droit du dictateur, devra être épargné. Cassius proteste avec véhémence. Laisser Antoine en vie, c'est laisser un vengeur potentiel, un homme charismatique capable de soulever le peuple et les légions. C'est une folie stratégique. Mais Brutus est inflexible. Il veut un acte pur, un tyrannicide, pas une boucherie. Il veut tuer le principe de la tyrannie, pas seulement l'homme. Cette noblesse d'âme, cette erreur de jugement tragique, transformera la libération en guerre civile. Il pense que la mort de César suffira à restaurer la République, comme par magie. Il sous-estime la haine, l'ambition et la soif de pouvoir qui vont se déchaîner. L'idéaliste a pris le pas sur le politique. Il a signé son propre arrêt de mort et celui de la République qu'il voulait sauver. Le tourment de Brutus est terminé. La certitude, froide et tranchante comme la lame d'un poignard, a pris sa place.
Mais s'il était l'âme de la conspiration, il n'en est pas le véritable architecte. Ce rôle revient à un homme bien plus pragmatique et bien plus dangereux, le calculateur Gaius Cassius. Gaius Cassius Longinus est l'antithèse de Brutus. Là où Brutus voit un dilemme philosophique, Cassius voit un problème logistique. Il n'est pas un rêveur hanté par ses ancêtres, mais un homme d'action rongé par l'envie. Sa haine pour César est un feu froid, une rancune tenace qui remonte à des années. Il a combattu César avec acharnement sous les ordres de Pompée. Gracié après Pharsale, il n'a jamais accepté la clémence de son vainqueur. Pour lui, ce pardon était la pire des humiliations. Il se considère comme l'égal de César, voire son supérieur en vertu et en noblesse. Le voir adulé comme un dieu lui est physiquement insupportable. C'est lui, le véritable moteur de la conspiration. Brutus en est la caution morale, la façade respectable, mais Cassius en est l'ingénieur, le recruteur, le maître d'œuvre. C'est un organisateur de génie, doté d'une capacité remarquable à déceler les faiblesses et les frustrations de ses pairs. Il sait que la haine est un ciment plus puissant que l'amour des grands principes. Il ne cherche pas des idéalistes, il cherche des mécontents. Et Rome en regorge. Il tisse sa toile avec une patience d'araignée. Il approche d'abord les Pompéiens les plus irréductibles, ceux qui n'ont jamais digéré la défaite. Puis il se tourne vers les Césariens déçus. Des hommes qui ont combattu pour César, qui ont partagé ses risques, mais qui estiment ne pas avoir été récompensés à la hauteur de leur mérite. Des sénateurs dont il a bloqué l'ascension vers le consulat, des gouverneurs qu'il a rappelés, des ambitieux qu'il a éclipsés. La conspiration devient un étrange rassemblement de vieilles haines et de nouvelles frustrations. On y trouve des hommes comme Decimus Brutus, l'un des plus proches amis de César, qui se sent trahi car on lui a refusé un commandement prestigieux. On y trouve Tillius Cimber, dont César a exilé le frère. Chacun a sa propre blessure, sa propre raison de vouloir la mort du dictateur. Cassius les unit tous sous la bannière de la liberté. Un mot suffisamment vague pour que chacun puisse y projeter ses propres désirs. Le plus grand défi était le secret. Comment garder une telle conspiration silencieuse dans une ville où chaque mur a des oreilles, où les esclaves espionnent leur maître et où le moindre faux pas peut vous conduire à la mort? C'est le chef-d'œuvre de Cassius. Les réunions se tiennent en petits groupes dans des lieux différents. Les communications sont codées. Les serments sont prêtés non sur les dieux, mais sur le fil d'un poignard. Le recrutement est un art subtil, fait de sous-entendus, de questions prudentes. On ne demande jamais directement « Veux-tu tuer César ?» On demande « Que ferions-nous si un homme voulait devenir roi ?» La réponse, ou le silence qui suit, en dit long. Ils sont plus de 60. 60 sénateurs et chevaliers qui, chaque jour, croisent César au Sénat, lui sourient, lui serrent la main tout en sachant qu'ils vont le tuer. La tension est insoutenable. Plusieurs fois, le complot est sur le point d'être découvert. Un sénateur, trop nerveux, parle dans son sommeil. Un autre se confie à sa femme qui manque de tout révéler. Mais à chaque fois, la chance ou l'habileté de Cassius leur permet d'éviter le désastre. La planification de l'assassinat est un modèle de précision tactique. Le lieu est choisi avec soin, la curie de Pompée, un bâtiment attenant au théâtre de Pompée où le Sénat se réunit temporairement. Le symbole est puissant. César, l'homme qui a vaincu Pompée, mourra au pied de la statue de son rival. C'est une vengeance posthume, une humiliation mise en scène pour l'éternité. La date est fixée aux ides de mars, le 15 du mois, c'est le jour d'une importante session sénatoriale et surtout, c'est le dernier jour avant que César ne quitte Rome pour une immense campagne militaire en partie. Une campagne de 3 ans. S'il part, il reviendra couronné de gloire, plus puissant que jamais. Il sera intouchable, c'est maintenant ou jamais. Le plan est simple et brutal. Tillius Cimber s'approchera de César sous prétexte de lui présenter une supplique pour son frère. Il saisira sa toge, ce sera le signal. Casca portera le premier coup, par derrière, au niveau du cou, puis les autres se jetteront sur lui. Chacun devra le frapper, pour que tous partagent la responsabilité, pour que personne ne puisse reculer. Ce n'est pas un assassinat, c'est un sacrifice rituel. Le réseau de l'envie est en place, les rôles sont distribués, les poignards sont dissimulés sous les toges, la machine infernale est en marche et rien ne semble pouvoir l'arrêter.
Tout est prêt pour le jour fatidique, le jour qui entrera dans l'histoire sous le nom des Ides de Mars. Le matin du 15 mars de l'an 44 avant notre ère se lève sur une Rome anxieuse. Le ciel est lourd, chargé de présages, la nuit a été agitée. Calpurnia, la femme de César, s'est réveillée en hurlant. Elle a rêvé que le fronton de leur maison s'effondrait et qu'on assassinait son mari dans ses bras. Elle le supplie de ne pas se rendre au Sénat. César, qui d'habitude ne prête aucune attention aux superstitions, est ébranlé. Lui-même a fait un rêve étrange. Il s'est vu voler dans les nuages et serrer la main de Jupiter. Est-ce un signe de son apothéose ou de sa mort? Les prêtres sont convoqués pour un sacrifice. Les entrailles de l'animal sont anormales, le cœur est manquant. C'est le pire des présages. On lui conseille d'annuler la session du Sénat. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, les conspirateurs sont rassemblés dans le portique de Pompée. La tension est à son comble. Chaque minute qui passe est une torture. Le retard de César alimente leur paranoïa. Ont-ils été découverts? Un sénateur, Popilius Laenas, s'approche de Brutus et Cassius et leur murmure « Je prie pour que votre entreprise réussisse, mais hâtez-vous ». Les deux hommes blêmissent. Sont-ils trahis? Puis ils comprennent que Laenas est un sympathisant, pas un délateur. Un autre incident sème la panique. Un homme se précipite vers Casca et lui dit « Tu m'as caché ton secret, mais Brutus me l'a révélé ». Casca est pétrifié, certain que tout est de fini. Mais l'homme continue en souriant et parle de sa candidature à un poste politique. Une simple méprise, mais qui a failli leur coûter la vie. César, influencé par sa femme et les mauvais présages, a presque décidé de rester chez lui. C'est l'intervention de l'un des conspirateurs, Decimus Brutus, qui va faire basculer le destin. Decimus, un de ses amis les plus proches, l'un de ses généraux les plus fidèles. Il arrive chez César et se moque gentiment de lui. « Grand César, vas-tu écouter les rêves d'une femme et les entrailles d'un poulet? Le Sénat t'attend pour te décerner de nouveaux honneurs. Ne les déçois pas. Ne donne pas à tes ennemis l'occasion de dire que tu es arrogant. L'argument de la moquerie est le plus puissant. » Blessé dans son orgueil, César se lève et décide de partir. Sur le chemin du Sénat, la foule se presse. Un homme, un professeur de grec nommé Artémidore, a eu vent du complot. Il a rédigé une note détaillant tout, les noms, le lieu, l'heure. Il parvient à se frayer un chemin jusqu'à César et lui tend le rouleau en disant « Lis ceci, César, seul et vite. Cela concerne ta vie. » César prend la note, mais il est assailli par d'autres solliciteurs, d'autres pétitions. Il essaie de la lire à plusieurs reprises, mais en est empêché. Il entre dans la curie de Pompée avec la note qui pourrait le sauver, encore scellée, dans sa main. La scène est en place, César s'assoit sur son siège. Les conspirateurs l'encerclent, sous prétexte de soutenir la demande de Tillius Cimber. L'air est électrique. Cimber s'agenouille, supplie, puis saisit la toge de César par les deux pans et la tire vers le bas, découvrant son cou et ses épaules. C'est le signal. Publius Servilius Casca, qui se tient derrière, sort son poignard et tente de le frapper à la gorge, mais sa main tremble. Le coup n'est pas mortel, il ne fait qu'érafler l'épaule. César se retourne, saisit le bras de Casca et lui transperce l'avant-bras avec son stylet en métal. « Scélérat, qu'est-ce que tu fais » hurle-t-il. Casca, terrifié, crie à son frère en grec. « Au secours !» C'est alors que le chaos se déchaîne. Les autres conspirateurs sortent leurs poignards et se jettent sur lui. César se débat comme un lion. Il est seul, sans garde du corps, face à des dizaines d'hommes armés. Il part les coups, essaie de s'enfuir, mais il est encerclé. Les sénateurs non initiés, pris de panique, s'enfuient en hurlant, bousculant tout sur leur passage. La curie se vide, laissant la victime seule avec ses bourreaux. César voit les visages de ceux qu'il a aimés, promus, pardonnés. Il voit le visage de Décime. Et puis, il voit Marcus Brutus, son protégé, son quasi-fils, s'avancer vers lui, le poignard à la main. C'est à ce moment, selon la légende, qu'il aurait prononcé ces mots, non pas en latin mais en grec, la langue de l'intimité, « Qu'est-ce non? Toi aussi, mon fils ?» Mythe ou réalité, peu importe. À cet instant, il cesse de se battre. Il couvre son visage de sa toge pour ne pas offrir le spectacle de son agonie et pour mourir avec dignité. Il reçoit 23 coups de poignard, un seul, le deuxième, porté à la poitrine, était mortel. Il s'effondre au pied de la statue de son grand rival Pompée.
Le marbre froid est éclaboussé de son sang. Un silence de mort tombe sur la curie. Le tyran est mort. Mais ce que les assassins ne savent de pas encore, c'est qu'en tuant l'homme, ils viennent de rendre son idée immortelle. L'acte est accompli. 23 coups de poignard pour libérer Rome. Mais est-ce un acte de justice ou un crime odieux? Partagez votre verdict dans les commentaires. Cet assassinat était-il un héroïsme nécessaire pour sauver la République ou un meurtre brutal motivé par l'envie et le pouvoir? Le sang de César n'a pas encore séché sur le marbre de la Curie que les assassins réalisent leur première et peut-être leur plus grande erreur de calcul. Dans leur esprit, le scénario était simple. Une fois le tyran abattu, le peuple et le Sénat, libérés de la peur, les acclameraient en héros. Ils s'attendaient à des scènes de liesse, à des cris de liberté, à une restauration immédiate de la République. La réalité va être brutalement différente. Brutus lève son poignard ensanglanté et appelle à grands cris Cicéron par son nom, le grand orateur, symbole de la légalité républicaine, comme pour le prendre à témoin de leur acte. Puis, les conspirateurs sortent en groupe de la Curie. Ils traversent le forum, les armes encore à la main, criant que le tyran est mort et que Rome est libre. Mais au lieu des acclamations espérées, ils sont accueillis par un spectacle terrifiant, le silence. Un silence de stupeur, de peur, d'incompréhension. Les marchands ferment leurs échoppes à la hâte. Les passants s'enfuient se barricader chez eux. Le forum, cœur vibrant de la cité, se vide en quelques instants. Il n'y a pas de joie, il n'y a que de la panique. Le peuple de Rome n'a pas vu un acte de libération. Il a vu un groupe de sénateurs de la plus haute noblesse assassiner sauvagement le chef de l'État en pleine session. Ils n'ont pas vu des héros, ils ont vu des assassins. Pour eux, César n'était pas un tyran. Il était le général qui leur avait donné la gloire, le réformateur qui avait promis des terres aux vétérans et du pain au peuple. Les conspirateurs, dans leur arrogance aristocratique, ont complètement oublié le peuple. Ils ont fait une révolution de palais en pensant que le reste de la cité suivrait aveuglément. Ils ont commis un meurtre au nom du peuple sans jamais lui demander son avis. Décontenancés, ils se dirigent vers le Capitole, la citadelle sacrée de Rome. C'est un acte symbolique fort, mais aussi un aveu de faiblesse. Ils ne tiennent pas la ville, ils s'y réfugient. De là, Brutus tente de haranguer la foule clairsemée qui ose s'aventurer sur la place. Il parle de liberté, de la fin de la tyrannie, des lois de la République. Mais ces mots, si nobles et si justes à ses propres oreilles, sonnent creux. Il parle à un peuple qui a plus peur de l'anarchie que de la dictature. La liberté est un concept abstrait quand on a faim. La stabilité, même sous un maître, est une bénédiction tangible. Les libérateurs sont seuls. Ils ont eu un plan pour tuer César, mais ils n'ont absolument aucun plan pour la suite. Pas de gouvernement de transition, pas de programme politique, pas de leader désigné pour prendre la relève. Ils pensaient que la République se relèverait d'elle-même comme un corps guéri d'une maladie. Mais la République est morte depuis bien longtemps. Ils n'ont poignardé qu'un cadavre. Ce vide politique est terrifiant. Pendant que les assassins pérorent sur le Capitole, les vrais acteurs politiques s'organisent dans l'ombre. Marc-Antoine, le consul, le bras droit de César qui a réussi à s'échapper de la Curie, s'est barricadé chez lui. Il n'est pas mort comme le voulait Cassius. C'est la deuxième erreur fatale des conspirateurs. Antoine met la main sur les papiers personnels de César et, plus important encore, sur son trésor public. L'autre homme clé est Lépide, le maître de la cavalerie de César. Il commande la seule légion présente dans la ville. Il fait rapidement occuper le forum par ses soldats. La situation est surréaliste. Les assassins contrôlent une colline. Les Césariens contrôlent l'armée et l'argent. Et entre les deux, une ville paralysée par la peur. Les conspirateurs réalisent avec horreur qu'ils ne sont pas des héros, mais des fugitifs dans leur propre cité. Ils espéraient le soutien du Sénat, mais les sénateurs se terrent chez eux, attendant de voir de quel côté le vent va tourner. En quelques heures, le rêve de liberté s'est transformé en un cauchemar stratégique. Ils ont décapité l'État, mais ils n'ont rien pour le remplacer. Ils ont créé un vide, et l'histoire a horreur du vide. Ce vide va aspirer toutes les ambitions, toutes les haines, toutes les violences. En voulant empêcher un homme de régner, ils ont ouvert la porte à une guerre de tous contre tous. La vraie bataille pour Rome ne vient pas de se terminer, elle ne fait que commencer.
Et le premier à comprendre cela, le premier à voir l'opportunité incroyable qui s'offre à lui dans ce chaos, est un homme qu'ils ont jugé trop insignifiant pour être tué. Le brillant et calculateur Marc-Antoine. Marc-Antoine est un personnage shakespearien, un soldat courageux, un débauché notoire, un orateur capable de soulever les foules et surtout un animal politique d'un instinct redoutable. Alors que les conspirateurs sont piégés sur leur colline, il va, en l'espace de quelques jours, retourner complètement la situation et s'emparer du pouvoir à Rome. Son génie est de jouer un double jeu. D'abord, il feint la modération. Il contacte les libérateurs et leur propose un compromis. Il convoque le Sénat le 17 mars, 2 jours après l'assassinat. L'atmosphère est surréaliste. Les assassins sont assis à côté des amis de César. Antoine prononce un discours d'apaisement. Il propose une amnistie générale pour les meurtriers, en échange de la ratification de tous les actes et décrets de César. C'est une manœuvre politique brillante. Les conspirateurs obtiennent la vie sauve et la légitimation de leur statut. Les Césariens, eux, s'assurent que l'héritage politique du dictateur ne sera pas effacé. Tout le monde semble y trouver son compte. Brutus et Cassius, soulagés, descendent du Capitole. Ils pensent avoir gagné la partie politique. Ils n'ont pas compris qu'ils ne sont que des pions dans le jeu d'Antoine. La deuxième phase du plan d'Antoine se met en place lors des funérailles de César. C'est là qu'il va livrer son chef-d'œuvre de manipulation, son duel oratoire contre le fantôme de Brutus. La cérémonie a lieu sur le forum. Le corps de César est exposé sur un lit d'ivoire. La foule est immense, silencieuse, encore indécise. Brutus a parlé quelques jours plus tôt avec des arguments logiques, froids, stoïciens. Il a parlé à la raison du peuple. Antoine, lui, va parler à son cœur. Il commence son discours de manière très sobre, presque humble. « Amis, Romains, compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Je viens pour inhumer César, non pour le louer. » Il rappelle l'amnistie votée par le Sénat. Il dit que Brutus est un homme honorable, que tous les conspirateurs sont des hommes honorables. Mais c'est une ironie cinglante, répétée comme un refrain empoisonné. Puis lentement, il change de ton. Il rappelle les victoires de César, l'argent qu'il a rapporté à Rome, sa compassion pour les pauvres. Était-ce là de l'ambition? Si c'en était, c'était une faute grave, et César l'a gravement payé. Chaque phrase est une flèche décochée contre les assassins. La foule commence à gronder. Le point culminant de ce théâtre politique est un coup de génie. Antoine sort la toge que portait César le jour de sa mort. La toge pourpre, maintenant raidie par le sang, déchirée par les 23 coups de poignard. Il la déploie devant la foule. Regardez, c'est ici que le poignard de Cassius est passé. Et là, voyez la déchirure faite par le bien-aimé Brutus. Il transforme un assassinat politique en un drame personnel, une trahison intime. La foule est au bord de l'hystérie. Mais Antoine n'a pas fini. Il garde son meilleur atout pour la fin. Il sort un document. C'est le testament de César. Il en fait la lecture à voix haute. César lègue ses magnifiques jardins de l'autre côté du Tibre au peuple romain pour en faire un parc public. Et plus encore, il laisse à chaque citoyen romain, à chaque plébéien, une somme de 300 sesterces. C'est une fortune. C'est l'explosion. L'amour du peuple pour César, un instant refroidi par les accusations de tyrannie, se transforme en une fureur vengeresse. Ce n'est plus de la tristesse, c'est de la rage. La foule s'empare du corps de César, construit un bûcher improvisé sur le forum et l'incinère au milieu des cris et des pleurs. Puis, armée de torches prises au bûcher, la meute enragée se lance à la chasse aux assassins. Elle dévaste leurs maisons, pille leurs biens. Un malheureux poète, Cinna, qui a le malheur d'être un homonyme de l'un des conspirateurs, est lynché, mis en pièces sur place. Brutus et Cassius, ainsi que les autres, n'ont que le temps de fuir Rome en catastrophe. En une seule journée, grâce au pouvoir des mots et à une mise en scène macabre, Antoine a transformé les libérateurs en ennemis publics, les héros en fugitifs. Il est le maître de Rome. Mais alors qu'il savoure sa victoire, une nouvelle menace apparaît à l'horizon. Un jeune homme de 18 ans, frêle et maladif, mais doté d'une volonté de fer et d'un nom encore plus puissant que celui d'Antoine. Il vient d'apprendre qu'il est le fils adoptif et l'héritier principal de César. Il s'appelle Gaius Octavius, bientôt connu sous le nom d'Octave. L'incendie allumé par Marc-Antoine sur le forum ne s'est pas éteint. Il s'est propagé à toute l'Italie puis à tout le monde romain. La République est en feu.
L'assassinat de César, qui devait la sauver, l'a plongée dans une guerre civile d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent. Les libérateurs sont maintenant des proscrits. Chassés de Rome, ils se dispersent dans les provinces orientales, là où l'influence des vieilles familles sénatoriales est encore forte. Brutus se rend en Grèce et en Macédoine, Cassius en Syrie. Le rêve d'une restauration pacifique de la République s'est évanoui. Ils comprennent qu'ils devront défendre leur cause par les armes. Ironie suprême de l'histoire, ces hommes qui ont tué César pour l'empêcher de devenir un monarque absolu deviennent eux-mêmes ce qu'ils combattaient, des seigneurs de guerre, des dictateurs militaires. Pour financer leurs armées, ils pillent les cités grecques, extorquent de l'argent aux rois locaux, confisquent les biens des citoyens riches. Ils lèvent des légions, construisent des flottes, ils frappent même des pièces de monnaie à leur propre effigie comme l'avait fait César. L'une des pièces de Brutus est particulièrement célèbre. D'un côté son portrait, de l'autre un bonnet phrygien, symbole de la liberté, encadré par 2 poignards avec la date des Ides de mars. C'est un acte de propagande extraordinaire, mais aussi un aveu. Leur légitimité ne repose plus sur la loi, mais sur la violence de leur acte. Pendant qu'ils rassemblent des forces colossales en Orient, près de 20 légions, une armée immense, la situation à Rome devient encore plus complexe et sanglante. Octave, le jeune héritier, est arrivé en Italie. Antoine, qui se voit comme le successeur naturel de César, le méprise. Il le traite comme un enfant. Mais Octave se révèle être un politicien bien plus rusé et impitoyable que son apparence ne le laisse supposer. Il utilise son nom, le nom de César, comme une arme magique. Il lève sa propre armée privée en recrutant les vétérans de son père adoptif, leur promettant de venger sa mort et de leur donner l'argent que le testament leur avait promis. La situation dégénère rapidement en un conflit ouvert entre Antoine et Octave. Mais face à la menace que représentent les armées de Brutus et Cassius en Orient, les 2 rivaux sont contraints de mettre de côté leur haine. Sous la pression de leurs soldats, ils forment une alliance avec le 3e homme fort du camp césarien, Lépide. C'est la naissance du second triumvirat. Contrairement au premier, celui de César, Pompée et Crassus, qui était un pacte privé, celui-ci est une institution officielle, une dictature à 3 têtes, dotée des pleins pouvoirs pour restaurer la République. En réalité, ils se partagent le monde romain comme un butin. L'Afrique pour Lépide, l'Orient, une fois reconquis, pour Antoine, et l'Occident, y compris Rome, pour le jeune Octave. Leur premier acte, en tant que maître de Rome, est d'une cruauté effroyable. Ils instaurent les proscriptions. C'est une terreur d'État légalisée. Des listes de leurs ennemis personnels et politiques sont publiées sur le forum. Quiconque figure sur ces listes peut être tué par n'importe qui, sans procès. Sa tête est rapportée au triumvir contre une récompense et ses biens sont confisqués. Rome plonge dans un bain de sang. Cette fois, ce ne sont pas seulement les ennemis politiques qui sont visés, mais aussi les riches. Les proscriptions sont une méthode rapide pour éliminer l'opposition et remplir les caisses de l'État afin de payer les légions pour la guerre à venir contre Brutus et Cassius. Qu'est-ce qui est le plus destructeur pour une société ? Une guerre juste menée au nom d'idéaux élevés, mais qui cause des souffrances indicibles, ou une pax imposée par la force qui garantit la stabilité au prix de la liberté. Faites votre choix dans les commentaires, nous voulons connaître votre avis. Rome est devenue un abattoir à ciel ouvert. Les proscriptions du second triumvirat dépassent en horreur tout ce que la ville avait connu. Ce n'est plus une simple épuration politique, c'est une chasse à l'homme systématisée, une orgie de violence et de cupidité. Les murs du forum sont recouverts de listes de noms qui s'allongent chaque jour. 300 sénateurs et plus de 2000 chevaliers, l'élite économique et politique de Rome, sont condamnés à mort sans aucune forme de procès. Des chasseurs de primes, souvent des soldats ou des gladiateurs, parcourent les rues, les yeux fixés sur les récompenses non promises. Une atmosphère de paranoïa totale s'installe. L'ami trahit l'ami pour s'emparer de sa maison. Le fils dénonce son père pour hériter plus vite. L'esclave livre son maître dans l'espoir d'être affranchi. Toutes les valeurs sur lesquelles la société romaine était fondée, la loyauté, le respect des aînés, la piété filiale, volent en éclats. Personne n'est à l'abri. Fuir est presque impossible. Les ports sont surveillés, les routes sont bloquées. Beaucoup se cachent dans les égouts, les tombes ou tentent de s'échapper par les toits.
La cruauté des triumvirs est sans limite, mais elle est aussi profondément cynique. Les listes de proscrits sont le fruit de négociations sordides entre les trois hommes. Chacun sacrifie des proches pour obtenir la tête des ennemis d'un autre. Antoine exige la mort de Cicéron, qu'il avait attaqué dans ses discours. Octave, qui doit beaucoup à Cicéron, son ancien mentor politique, hésite, puis finit par céder en échange de la tête de l'oncle d'Antoine. Lépide sacrifie son propre frère. C'est le pacte du sang, le fondement de leur pouvoir. Le destin de Marcus Tullius Cicéron est le plus tragique et le plus emblématique de cette période. Le plus grand orateur de Rome, le défenseur infatigable de la République, est maintenant un fugitif de 63 ans. Il tente de s'enfuir par la mer, mais le mauvais temps le contraint à revenir à terre. Il se réfugie dans sa villa de Formia. Ses esclaves, qui lui sont loyaux jusqu'au bout, veulent le cacher, mais il est fatigué de fuir. « Je mourrai dans la patrie que j'ai si souvent sauvée », dit-il. Lorsque les soldats d'Antoine arrivent, il leur tend la tête, leur interdisant de faire du mal à ses serviteurs. Il est assassiné sans résistance. Sa tête et ses mains qui avaient écrit les discours virulents contre Antoine, sont coupées et ramenées à Rome. Fulvia, la femme d'Antoine, dans un acte de vengeance macabre, aurait pris la tête de Cicéron sur ses genoux, lui aurait ouvert la bouche et aurait percé sa langue avec ses épingles à cheveux, pour punir cet organe qui avait tant critiqué son mari. La tête et les mains sont ensuite clouées sur les rostres. La tribune du forum d'où Cicéron avait si souvent parlé. Le spectacle est insoutenable. Il est un avertissement pour tous. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent défier les nouveaux maîtres de Rome. La République n'est plus seulement morte, son cadavre est profané. Les proscriptions ne sont pas seulement un acte de vengeance, elles sont aussi une opération financière. Les biens des proscrits sont vendus aux enchères, souvent rachetés pour une bouchée de pain par les amis des triumvirs. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire romaine. L'argent ainsi récolté sert à financer l'immense armée qui doit partir en Orient affronter les libérateurs. Chaque tête coupée à Rome est une brique de plus dans le mur de la future tyrannie impériale. La ville est exsangue, terrorisée, brisée. Et pendant que Rome agonise, deux immenses armées romaines, les plus grandes jamais rassemblées, s'apprêtent à s'affronter en Grèce. Le destin final de la République va se jouer loin de Rome, dans une plaine de Macédoine, hantée par le spectre de César, l'automne de l'an 42 avant notre ère. Les plaines de Philippe, en Macédoine, sont le théâtre de l'acte final de la tragédie républicaine. C'est ici que le destin du monde romain va se jouer. D'un côté, l'armée des libérateurs, commandée par Marcus Brutus et Gaius Cassius. 19 légions, près de 100 000 hommes, une force redoutable composée de vétérans et de troupes levées en Orient. De l'autre, l'armée des triumvirs, menée par Marc-Antoine et le jeune Octave. Une force légèrement supérieure en nombre, mais surtout composée des légions les plus aguerries de César. C'est un choc de titans, un miroir de la guerre civile précédente. Mais cette fois, les deux camps prétendent se battre pour la République et accusent l'autre de tyrannie. L'atmosphère avant la bataille est lourde de tensions et de mauvais présages. Une légende rapportée par Plutarque raconte que quelques nuits avant de quitter l'Asie pour la Grèce, Brutus, veillant tard sous sa tente, aurait vu une apparition. Une figure sombre et immense se serait tenue devant lui en silence. « Qui es-tu » aurait demandé Brutus. « Je suis ton mauvais génie » aurait répondu le spectre. « Je te verrai à Philippe. » Qu'elle soit vraie ou non, l'anecdote illustre parfaitement l'état d'esprit de Brutus. Il est hanté par le meurtre de son ami, hanté par le spectre de César, hanté par le doute sur la justesse de sa propre cause. Il se bat pour une idée, mais cette idée a déjà coûté la vie à des milliers d'hommes. Cassius, l'épicurien, le pragmatique, ne croit pas aux fantômes. Il a une stratégie claire, éviter une bataille rangée. Leur camp est bien fortifié, leur flotte contrôle la mer et peut couper le ravitaillement de l'ennemi. Il veut affamer Antoine et Octave, les forcer à se retirer. C'est la bonne stratégie. Mais la pression de ses propres officiers et la peur d'être accusé de lâcheté poussent Brutus à accepter le combat. C'est la dernière erreur. La première bataille de Philippe a lieu en octobre. Antoine, un général exceptionnel, mène une attaque audacieuse contre le camp de Cassius.
Pendant ce temps, les légions de Brutus, de leur côté, attaquent celles d'Octave et les mettent en déroute. Octave lui-même, malade, échappe de peu à la capture. Brutus a remporté une victoire éclatante sur son aile. Mais un brouillard de poussière empêche les deux parties du champ de bataille de communiquer. Cassius, depuis sa colline, voit la cavalerie de Brutus se diriger vers son camp. Il croit à tort que ce sont des ennemis, que Brutus a été vaincu et que tout est perdu. Rongé par le désespoir, il ordonne à son affranchi de le tuer avec la même épée qu'il a utilisée pour frapper César. Il meurt sans savoir que la victoire était à portée de main. Quand Brutus découvre le corps de son ami, il est anéanti. Il l'appelle le dernier des Romains. Avec la mort de Cassius, l'âme pragmatique de la cause républicaine s'est éteinte. Il ne reste plus que l'idéaliste tourmenté. 3 semaines plus tard, la seconde bataille de Philippe est engagée. Les soldats de Brutus, démoralisés et indisciplinés, se battent courageusement, mais sont finalement submergés par les légions d'Antoine. C'est une défaite totale. Brutus parvient à s'enfuir dans les collines avec une poignée de fidèles. La nuit tombe sur son rêve brisé. Il sait qu'il n'y a plus d'espoir. La République est morte avec son armée. Il demande à l'un de ses compagnons de tenir son épée pour qu'il puisse se jeter dessus. Avant de mourir, il aurait prononcé une phrase terrible, l'épitaphe de toute une vie de principes. « Ô misérable vertu, tu n'étais donc qu'un mot et je t'ai suivi comme si tu étais une réalité. Mais tu n'étais qu'esclave de la fortune. » Le suicide de Brutus marque la fin de la résistance républicaine. Les derniers défenseurs de la liberté sont morts, le spectre de César a été vengé. Mais la victoire des triumvirs ne ramène pas la paix. Elle ne fait qu'ouvrir un nouveau chapitre de la lutte pour le pouvoir absolu. Car maintenant que leurs ennemis communs sont éliminés, les deux vainqueurs, Antoine et Octave, vont pouvoir enfin s'affronter. Et de ce dernier duel naîtra un nouveau monde, l'Empire. La bataille de Philippe n'a pas sauvé la République. Elle n'a fait que désigner ses fossoyeurs. Le paradoxe final, l'ironie la plus cruelle de l'histoire, est maintenant prêt à se jouer. L'assassinat, commis au nom de la liberté pour empêcher la naissance d'une monarchie, est devenu le catalyseur qui a rendu la monarchie inévitable. En éliminant César, les conspirateurs ont éliminé le seul homme qui aurait peut-être pu gérer la transition de la République à un nouveau système de manière moins sanglante. Ils ont laissé un vide que seuls des hommes encore plus impitoyables qu'eux pouvaient combler. Après Philippe, le monde romain appartient à 2 hommes, Marc-Antoine et Octave. L'Épide est rapidement marginalisée. La rivalité entre les 2 vainqueurs, mise en veilleuse le temps d'écraser leur ennemi commun, reprend de plus belle. C'est un choc de 2 ambitions, de 2 styles. Antoine, le soldat flamboyant, part pour l'Orient, le pays des richesses et des plaisirs. C'est là qu'il rencontre la reine d'Égypte Cléopâtre. Leur liaison est légendaire, mais c'est aussi une alliance politique. Ensemble, ils rêvent d'un empire oriental, d'une nouvelle Rome basée à Alexandrie. Octave, lui, reste en Occident. Il est le maître de Rome et de l'Italie. Il est froid, calculateur, patient. Il a une arme qu'Antoine n'a pas. Il est l'héritier officiel de César, le Divi Filius, le fils du dieu, car le Sénat a officiellement divinisé César après sa mort. Il se présente comme le défenseur des traditions romaines, le garant de l'ordre et de la stabilité, face à un Antoine dépeint comme un traître vendu à une reine étrangère, un débauché oriental. La propagande d'Octave est un chef-d'œuvre. Pendant 10 ans, la tension monte entre les 2 moitiés du monde romain. La guerre est inévitable. L'affrontement final a lieu en l'an 31 avant notre ère, lors de la bataille navale d'Actium sur la côte grecque. C'est une victoire écrasante pour Octave, dont la flotte est commandée par le génial Agrippa. Antoine et Cléopâtre s'enfuient à Alexandrie. Octave les y poursuit. Acculés, les 2 amants se suicident. Antoine se jette sur son épée, Cléopâtre, selon la légende, se laisse mordre par un aspic. Le dernier rival d'Octave est mort, le cycle de guerre civile, commencé bien avant la mort de César, s'achève enfin. À l'âge de 32 ans, Octave est le maître absolu et incontesté du monde romain. Il n'y a plus d'opposition. Le Sénat est décimé, l'aristocratie est ruinée ou ralliée, le peuple, épuisé par des décennies de chaos et de massacres, ne désire qu'une chose, la paix, à n'importe quel prix. Octave est assez intelligent pour ne pas répéter l'erreur de son père adoptif. Il ne prend pas le titre de dictateur à vie. Il ne se fait pas appeler roi. Au contraire, il joue la comédie de la Restauration.
En l'an 27, avant notre ère, il se présente devant le Sénat et annonce qu'il rend tous ses pouvoirs au peuple et au Sénat. Il proclame la restauration de la République. C'est une fiction, une mise en scène magistrale. Le Sénat, reconnaissant, lui supplie de rester et lui décerne un nouveau nom, un titre inédit, chargé d'une aura religieuse, Auguste. Il devient Auguste. Officiellement, il n'est que le princeps, le premier citoyen. Mais en réalité, il concentre entre ses mains tous les pouvoirs essentiels. Il commande toutes les armées, il contrôle les finances, il a le droit de veto sur toutes les décisions du Sénat. La République n'est plus qu'une façade vide, une coquille creuse. L'Empire est né, l'ironie est totale. Les conspirateurs ont tué César pour l'empêcher de devenir roi. Mais sa mort a permis à son jeune et fragile héritier de devenir quelque chose de bien plus grand. Le premier empereur de Rome, un dieu vivant. La malédiction de l'assassinat s'est accomplie. En voulant sauver la République par la violence, Brutus et ses compagnons n'ont fait qu'accélérer sa chute. Ils ont prouvé que la violence, même au service d'un noble idéal, n'engendre que plus de violence. Ils ont tué un homme, mais ils ont libéré une idée bien plus puissante. L'idée qu'après un tel chaos, un seul homme peut garantir la paix. Ils voulaient être des libérateurs, l'histoire n'a retenu d'eux que le nom d'assassins. Et sur les ruines de leurs rêves, Auguste a bâti un empire qui allait durer près de 500 ans. Brutus et ses compagnons ont assassiné un homme pour défendre un idéal, mais ils ont finalement perdu les deux, ouvrant la voie à une tyrannie encore plus absolue. Leur acte est devenu la plus grande leçon de l'histoire sur la façon dont les bonnes intentions peuvent paver la route de l'enfer. Et aujourd'hui, que choisiriez-vous pour notre monde ? Une liberté périlleuse qui risque de sombrer dans le chaos ou un ordre de fer qui assure la stabilité au prix de vos droits ? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car chaque époque doit affronter le fantôme de César.